Je suis Cécile Vindeling, je suis chercheuse en sociologie des risques, attachée au Centre de sociologie des organisations, et je suis également responsable de la prospective pour le groupe AXA. Alors j'ai fait ma thèse à l'Institut universitaire européen de Florence après le 11 septembre sur comment la sociologie des risques et des catastrophes pouvait aider à comprendre l'adaptation au niveau de l'Union européenne des outils de gestion, d'analyse et d'anticipation des risques et des crises. Il faut imaginer que le 11 septembre est un choc pour toute l'Union européenne et on se rend compte qu'il n'y a peut-être pas les bons niveaux de coordination entre les capitales et la Commission européenne pour avoir le bon niveau de réponse. Et la Commission européenne va créer donc son premier centre de crise qui va marcher 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et en même temps, le Conseil de l'Union européenne va créer aussi ses arrangements de coordination de crise. Et donc moi, ce qui m'a intéressé, c'était vraiment de comprendre ces deux outils. Et ce que j'ai découvert, c'est que ce mécanisme européen de protection civile, qui a été mis en place pour le premier centre de crise de la Commission européenne, ce mécanisme venait de l'analyse des pollutions marines et de comment est-ce qu'on gérait le risque de pollution marine. Et en fait, ils avaient pris le même vocabulaire, les mêmes techniques, les mêmes outils organisationnels de la marine, donc ce qu'ils appelaient Marine Protection, et ils l'ont converti à Civil Protection, juste un mois après le 11 septembre. Et puis de la même façon, quand je me suis intéressée aux arrangements de coordination de crise, je me suis rendu compte que le Conseil avait récupéré les équipes de Javier Solana qui venaient de l'OTAN, et ils avaient repris le même vocabulaire OTAN de gestion de risques et de gestion des crises. Et c'est pour ça qu'il y avait deux mécanismes en parallèle qui subsistaient avec des organisations très différentes, des vocabulaires différents, des équipes différentes, et qui avaient beaucoup de mal à se parler. Et c'est comme ça que je me suis intéressée à comment on crée une institution pour gérer un risque ou une catastrophe, pourquoi est-ce qu'il y avait des schémas mentaux, mais aussi des schémas organisationnels différents qui pouvaient coexister, et quel en était l'impact vraiment en pratique lors d'une catastrophe. Et donc dans ma thèse, j'ai eu l'occasion de regarder par exemple le tremblement de terre au Pakistan en 2005, qu'est-ce que ça voulait dire de gérer ce tremblement de terre dans ce cadre. Et c'est là où j'en suis venue à la prospective des risques, parce que je me suis rendu compte que les cadres institutionnels, les cadres juridiques, légaux, ils étaient tous issus du passé. C'était ce que j'appelais une sorte d'isomorphisme divergent. On recopiait des structures basées sur des catastrophes que l'on connaissait, mais finalement on continuait toujours de se préparer pour la crise d'avant. Et c'est extrêmement difficile de se préparer pour la crise d'après, parce que souvent, ce sont des crises qui ont une très faible probabilité, un très fort impact, et c'est quelque chose que le cerveau humain a beaucoup de mal à anticiper, à concevoir. Et d'ailleurs, même quand cela arrive, je pense par exemple à Tchernobyl, le cerveau humain se dit « Ah oui, mais non, c'est un pays de l'Est, nous on est développés, etc. C'est pas une crise qui peut nous atteindre. » Et donc c'est comme ça que petit à petit, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à comprendre dans les reproductions que l'on avait en termes de pensée du risque et de la catastrophe, et l'invention, l'innovation et la pensée du temps long, qui forcément allait nous mettre face à des risques ou face à des catastrophes que l'on n'avait pas prévues, que l'on n'avait pas anticipées. Ensuite, j'ai pu rejoindre le ministère de la Défense, juste après le livre blanc sur la sécurité et la défense, qui disait qu'il y avait on va dire, un relatif manque de pensée stratégique en France pour comprendre justement les risques, les menaces, les catastrophes. Et au sein de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, j'ai travaillé sur la crise, mais au sens de l'Afghanistan, et quels étaient les outils, là aussi, qui avaient été mobilisés au niveau de l'OTAN, de l'Union européenne, de l'ONU, mais également de la France, pour penser la crise, pour penser son évolution et pour penser différents impacts de façon systémique. Donc, par exemple, un impact environnemental, un impact sur les populations, sur l'agriculture, et c'est ce qu'on a commencé à appeler la gestion globale d'une crise. Ce qui m'a énormément intéressée, c'est d'avoir un regard de sociologie sur cette anticipation, tout en commençant à utiliser les outils de la prospective, donc des constructions de scénarios et d'anticipation, qui sont en fait des outils que les militaires connaissent depuis très longtemps. Quand on parle de prospective, et c'est très intéressant de différencier la prévision de la prospective. La prévision, c'est vraiment continuer la tendance. Se dire, toute chose égale par ailleurs, qu'est-ce qui va se passer demain?
Et ça, c'est vraiment, j'allais dire, l'outil de l'économiste. On regarde les taux de croissance, on regarde les taux de chômage, et puis on fait des tendances. Des tendances qui, pour moi, sont des prévisions. La prospective, c'est la rupture. C'est de comprendre dans un système qu'est-ce qui peut faire déséquilibre, qu'est-ce qui peut faire surprise, et qu'est-ce qui peut donner lieu à d'autres futurs possibles que celui que le jeu d'acteurs a en tête. Quand je dis jeu d'acteurs, ça peut être des experts, ça peut être des décideurs, ça peut être des chercheurs, etc. C'est, et ça va être de plus en plus, aussi les citoyens. Citoyens qui eux-mêmes sont de plus en plus acteurs du risque. Donc, cette révolution a fait que je me suis intéressée à la façon dont un collectif pensait le risque et l'anticipait. Et une des premières applications, ça a été au sein de l'Agence nationale de sécurité environnementale et sanitaire, qui évaluait des risques ou des crises avec des réseaux d'experts et des groupes d'experts qui étaient avant tout de sciences dures, donc la toxicologie, l'épidémiologie. Et quand j'ai commencé à faire mon terrain de sociologue dans cette organisation, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'économistes, qu'il n'y avait pas de philosophes, qu'il n'y avait pas de juristes, qu'il n'y avait pas d'anthropologues. Et j'ai essayé de comprendre en quoi cela pouvait créer des zones non expliquées, les Anglais diraient des blind spots, des angles morts dans la façon dont les gens pouvaient concevoir ou penser le risque. Également, je me suis rendu compte que la sociologie pouvait aider à comprendre pourquoi un sujet n'était pas vu comme un risque, et puis du jour au lendemain, il devient un risque. Qu'est-ce qui fait que cela se produit? Et en ça, je m'inscris vraiment dans cette école française de sociologie des risques, dont Olivier Boraz est un excellent représentant, qui est de comprendre la construction sociale d'un risque. Et c'est intéressant pour comprendre son passé, pour comprendre les décisions présentes, mais aussi comprendre comment on se prépare ou on ne se prépare pas à être résilient face à un risque. Donc là, un exemple très concret, c'est le bisphénol A. Très longtemps, le bisphénol A, donc vous pouvez trouver dans des tétines, dans des tickets de caisse, dans des tupperwares en plastique. Très longtemps, ce bisphénol A a été dans les mains des groupes d'experts en toxicologie. Et leur critère, c'est le seuil fait le poison. Donc sous un certain seuil, pas de danger. Au-dessus d'un certain seuil, problème. Et puis on a vu arriver l'épidémiologie. L'épidémiologie ne pense pas du tout le risque de cette façon. Ils suivent sur un temps long, une cohorte. Et là, ils se rendent compte que même à très faible dose, mais sur de longues périodes d'exposition, il peut y avoir un impact de perturbateurs endocriniens comme le bisphénol A. Et là, c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, en changeant la nature de l'expertise, la nature des cerveaux qui le pensent, on voit une rupture dans un nouveau paradigme scientifique, qui est le paradigme des faibles doses, un autre aussi qui est le paradigme des effets cocktails, c'est-à-dire que non seulement c'est à faible dose, mais des combinaisons de faibles doses de différents produits. Et là, c'est vraiment pour moi un exemple très précis où on voit que la sociologie permet de comprendre comment une organisation et comment un modèle de risque, en l'occurrence le modèle de seuil, en changeant, permet d'avoir une nouvelle vision et d'une nouvelle politique publique, au final, sur le bisphénol A en Europe. Deuxième chose, dans le domaine du nucléaire, et dans le cadre d'un projet que j'ai fait avec l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, et mon labo de rattachement, le Centre de sociologie des organisations, on a été très interpellés par Fukushima, et on s'est dit, finalement, comment les groupes d'experts à l'IRSN travaillent pour pouvoir anticiper les risques ou les catastrophes qui pourraient advenir en France. Et ça a été toute une logique de comprendre, et on parlait à cette époque de stress test ou de stress scénario, comment est-ce qu'une installation peut ou pas être vue comme à risque par rapport à des événements climatiques, catastrophiques, mais également des combinaisons d'événements. Combinaisons, comme on l'a vu à Fukushima, d'une catastrophe naturelle, le tsunami, avec un accident industriel. Et donc de la même façon, j'ai fait des nombreuses réunions en étant dans ce qu'on appelle en sociologie l'observation participante, pour comprendre finalement qui était autour de la table, comment se faisaient les processus de discussion, négociation, analyse. J'ai également fait beaucoup d'entretiens avec les experts, toujours pour comprendre finalement comment était construit socialement le risque nucléaire et la catastrophe nucléaire. Et là aussi, des choses que je trouve extrêmement intéressantes, c'est que souvent, quand on regarde un plan de gestion de crise, c'est les premières 24 heures, voire la première semaine. Et là, ce qui m'a vraiment interpellée, c'est qu'une crise nucléaire, il faut penser un temps extrêmement long.
C'est un territoire où pendant des décennies, les gens ne vont plus pouvoir habiter. Ce sont des terres qui, pendant des décennies, ne vont plus pouvoir être cultivées. Donc ça peut être des déplacements de population, ça peut être plein d'autres choses, bien au-delà de ce qu'on appellerait classiquement le post-crise. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, là encore, de réussir à penser ce temps long sur un risque qui, en plus, est invisible? Et ça, j'ai trouvé que c'était très, très, très signifiant de voir que comment, par exemple, la société analyse et construit un risque en fonction de son degré de visibilité. Visibilité sociale, politique, économique, médiatique, mais également la visibilité au sens premier du terme, finalement, puisque les personnes, par exemple les pompiers qui intervenaient à Fukushima, disaient « mais nous, quand il y a un feu, on le voit. Là, vous nous demandez d'y aller, on sait que c'est un risque, mais on ne le voit pas, etc. » D'où l'importance aussi de comprendre les outils, qui sont les dispositifs qui sont mis en place pour pouvoir analyser l'absence ou la présence d'un risque, et également modéliser, prévoir, anticiper l'évolution dans le temps, les surprises, etc. Et voilà pourquoi j'ai rejoint après un think tank de prospective qui s'appelle Futurible, parce que je me suis rendu compte que l'anticipation des risques et des catastrophes devenait un enjeu clé. Je me suis rendu compte que sur ces domaines-là, il y avait une pensée du temps court, parce que pression économique, parce que c'est très difficile d'aller voir un maire et dire, vous savez que votre ville, voilà, vous êtes dans une zone à risque. La première réponse est de dire, bah non, si on dit ça, les terres ou les maisons des habitants de ma commune vont perdre leur valeur, les primes d'assurance vont augmenter. Donc la première réponse est toujours celle du temps court, du mandat politique, qui est de dire, mais non, ce n'est pas possible. Alors que nous tous, socialement, économiquement, on a besoin d'avoir une pensée de notre résilience et du temps long dans un contexte où on parle de changement climatique qui va tous nous impacter, de terrorisme, etc. Et donc j'ai travaillé sur des sujets très différents en prospective, toujours en lien avec le risque et la catastrophe. Donc j'ai beaucoup travaillé sur l'avenir des cyber-risques, notamment pour les entreprises en France. Là aussi, un risque qu'on ne voit pas toujours, qui n'est pas toujours médiatique, mais qui est en pleine augmentation. J'ai également travaillé sur des entreprises qui, d'eux-mêmes, doivent piloter ou assurer ou gérer le risque. Et c'est comme ça que j'ai travaillé avec le groupe AXA pour essayer de comprendre comment sont pensés les risques, avec quels outils, quels sont aujourd'hui les risques émergents et comment est-ce qu'on peut les capter, par quel type de signaux. Voilà. Et là, je peux donner des exemples assez précis. L'assurance, aujourd'hui, a une connaissance du risque traditionnellement par du temps long passé. Donc, on va regarder, par exemple, sur les 50 dernières années, comment évoluent les sinistres liés à des inondations. Et donc, c'est de cette collection des données du passé que l'assureur peut aujourd'hui avoir, j'allais dire, un avantage concurrentiel pour pricer un risque, c'est-à-dire pour dire quel est le niveau de risque et quel est le prix d'une prime d'assurance. Mais une des révolutions qu'on voit, c'est le big data et le fait qu'avec plein d'objets connectés, on peut connaître au quotidien, parfois en temps réel, le risque lié à, par exemple, un comportement de conduite. On peut savoir si la personne conduit le jour ou la nuit, si elle conduit vite, si elle respecte ou pas les vitesses autorisées, si on imagine que la voiture est connectée ou que le smartphone de la personne dans la voiture peut tout à fait sentir par accéléromètre qu'est-ce qui se passe au moment de la conduite. Ça, par exemple, c'est une vraie question de prospective. Comment le big data va changer le monde de l'assurance? Puis si je vais encore plus loin, demain, les voitures seront autonomes. Donc nous, aujourd'hui, quand je dis nous, c'est les assureurs, on pense assurer un conducteur. Donc ça veut dire connaître des profils de risque de conducteurs, par exemple entre un jeune conducteur et un conducteur plus expérimenté. Qu'est-ce que ça veut dire, demain, d'assurer une voiture autonome? Est-ce qu'on assure un algorithme? Est-ce qu'on assure une flotte de voitures? Est-ce qu'on assure une ville? Est-ce qu'on assure... Comment penser même ce nouveau modèle et cette nouvelle forme de risque? Et ça va jusqu'à des questions éthiques. Par exemple, vous êtes dans une voiture et plusieurs voitures autonomes vont se rentrer dedans. Qu'est-ce qu'on décide? C'est-à-dire, est-ce que les algorithmes sont préprogrammés en fonction de l'âge des passagers, le nombre de personnes dans la voiture, le lieu où passe la voiture, et que sais-je? Et donc, le point commun entre tout ce que je viens de dire, c'est comment est pensé le risque, quels sont les outils, quelles sont les décisions, les choix sociaux qui orientent ce risque, et surtout, comment construire socialement cette pensée du temps long et de l'anticipation du risque. Je
pense qu'il est extrêmement important de faire la différence entre prévision et prospective, parce que les outils, les modèles ne sont pas du tout les mêmes. Et il est extrêmement important aussi que les outils prospectifs nouveaux soient présentés et compris, parce que ça fait peur de penser à la disruption, parce que ça paraît beaucoup plus aléatoire et beaucoup plus difficile à analyser. Alors je vais dire un mot sur les outils de prévision. Le big data aujourd'hui nous parle de ce qu'on appelle predictive analytics. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, vous prenez tous les accidents, les crimes, etc. qui ont eu lieu dans la ville de Los Angeles, en scannant tous les canards du coin, la presse locale, et vous faites tourner des algorithmes de machine learning. Donc ils vont retrouver des patterns, en français je pense qu'on dirait ça des schémas répétitifs, et dans ces schémas répétitifs, ils vont pouvoir prédire, je mets des guillemets, comment demain les pickpockets vont se positionner dans la ville, comment demain les personnes qui vont agresser telle grand-mère vont avoir leur stratégie de déploiement. Et donc, ça existe, cet outil est vendu, et donc cela permet de pré-positionner les voitures dans la ville. Malheureusement, tout ce qui n'a été tabou socialement, ou non reporté dans la presse, ou non déclaré à la police, par exemple les viols de femmes, et bien du coup, évidemment, les prépositionnements des voitures ne couvrent pas ces éléments. Et donc là, je trouve qu'on voit vraiment bien les limites d'un algorithme prédictif. Donc, à l'inverse, le prospectiviste va travailler sur des schémas extrêmement différents. La première chose, c'est évidemment ce qu'on appelle l'identification de signaux faibles. L'identification de signaux faibles, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller dans les laboratoires de recherche, là où se passe la R&D en nanotechnologie, en biologie de synthèse, sur des sujets qui ne sont pas commercialisés, qui ne sont pas vendus, et échanger avec les chercheurs extrêmement en amont et d'une façon transdisciplinaire pour analyser qu'est-ce que ça change dans une interaction sociale, dans un usage, qu'est-ce que cette technologie apporte. Or, ce qui est extrêmement complexe, c'est qu'on peut vite savoir qu'une nouvelle technologie va arriver, mais comprendre son implication sociale, c'est beaucoup plus compliqué. Facebook, on savait tous qu'on pourrait utiliser des images qu'on se transmettrait en ligne sur Internet, avec du texte. Qui pouvait imaginer que tout le monde voudrait sa photo sur Facebook avec son statut célibataire, marié, ses amis, et qu'il y aurait des milliers de personnes qui utiliseraient ce réseau. Donc, tout l'enjeu prospectiviste, c'est de faire ça. Donc la première chose, c'est le collectif. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'avoir une personne avec un seul regard qui arrive à lui-même capter certains signaux faibles et à les analyser. Donc il faut toujours un collectif d'experts. Deuxième chose, il faut pouvoir aussi oser le fictif. Et on a vraiment une grande tendance aujourd'hui à ce qu'on appelle le fiction design ou critical design, c'est de se dire inventer des artefacts fictifs, par exemple une fausse application ou un faux outil par exemple, qui enregistrerait toutes les pensées d'une personne, ou bien un faux outil qui influencerait l'état d'esprit d'une personne, son émotion. L'outil n'existe pas aujourd'hui. Oui, mais aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe en intelligence artificielle, quand on se regarde l'évolution des psychotropes utilisés par exemple dans les armées, etc., la combinaison de ces outils, on peut tout à fait déjà l'imaginer. Et donc on peut tout à fait travailler sur Future of War, l'avenir de la guerre, et essayer de comprendre les combinaisons de ces signaux faibles. Et c'est en reliant, c'est ce que les Anglais disent en connecting the dots, en reliant ces sujets, qu'on arrive à créer des images plausibles, possibles, de futurs qui aujourd'hui n'existent pas, mais qui sont complètement réalistes dans leur réalisation. Souvent, on me dit « Ah oui, mais la prospective, il suffit de regarder comment les gens imaginaient l'an 2000 avec les voitures qui volent, bah, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on vit. » Oui, peut-être, quand on regarde ces images-là. Mais d'un autre côté, la conception de l'espace, par exemple, ils avaient souvent déjà conçu des zones d'espace avec différentes formes de mobilité. Aujourd'hui, quand on regarde une rue avec d'un côté les piétons, les tramways et les voitures, on a cette plurimodalité avec en plus les Vélib à côté. Ou bien, d'accord, les voitures ne volent pas, mais on a quand même des drones et des voitures autonomes. Donc en fait, le prospectiviste ne peut pas prédire l'avenir, il ne le fera jamais. Mais il arrive, par des outils, des schémas, à connecter les choses différemment. Alors j'en arrive aux outils, beaucoup plus précisément. Évidemment, le grand outil du prospectiviste, c'est le scénario. Donc le scénario, c'est l'identification justement de ces variables disparates qui vont tous avoir un impact sur un événement possible. Et pour chacune de ces variables, c'est la construction d'hypothèses très spécifiques qui vont être combinées un peu comme un jeu de puzzle et pour obtenir des images du futur. Un scénario, ce n'est pas d'ailleurs qu'une image, c'est un chemin. Donc un scénario, c'est comment d'aujourd'hui on arrive à cette image demain et quels sont les leviers ou les blocages ou les difficultés qui font qu'on n'y arriverait pas.
Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on peut partir d'aujourd'hui et construire des chemins vers demain, en se disant, mon objectif, c'est que demain, je ne sais pas, tout le monde réussisse son bac, comment est-ce que je fais ça? Mais on peut, dans l'autre sens, partir d'un événement futur, par exemple redouté, une pandémie, et revenir vers aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle faire non pas du forecasting, mais du backcasting, pour comprendre quels sont les éléments sur lesquels on a encore un moyen d'action aujourd'hui pour empêcher cette arrivée. Donc le scénario, outil extrêmement utile. Beaucoup de méthodes très différentes pour le faire. Il y a des scénarios à la française, à l'américaine. Mais dans l'ensemble, c'est cette même logique, ce même concept. De plus en plus, on voit arriver des outils de paris. Pourquoi ? Parce qu'on a analysé, par exemple, le fait d'utiliser une méthode Delphi, où on faisait voter des gens sur quels sont parmi les 10 risques suivants les plus probables ou ceux qui ont le plus d'impact. Puis après, chaque personne répondait individuellement. On leur réenvoyait l'analyse complète du groupe en leur disant « C'est étrange, vous avez cette vision, je ne sais pas, du risque sur des nanotechnologies, personne d'autre ne l'a dans ce groupe. Pourquoi ?» Ou bien à l'inverse, c'est très consensuel sur les pesticides, pourquoi? Et donc on s'est rendu compte que le vote finalement était moins pertinent cognitivement que le pari. Et que si on demandait à des gens, si je mettais sur la table un pot rempli de M&M's, et que je demandais à 4 ou 5 personnes dans cette salle combien il y a de M&M's, et de parier sur un nombre de M&M's, le résultat agrégé de tous ces paris est extrêmement proche du nombre de M&M's dans le pot. Et donc ça donne quoi? Ça donne des nouveaux outils, même informatiques, des nouvelles plateformes de paris en ligne sur des questions sociales, économiques, politiques, technologiques. Et ça pose la question finalement des politiques publiques. Alors, plusieurs personnes, au début, disaient « Ah, mais pour les politiques publiques, ce qu'il faut, c'est par exemple donner un droit de vote aux générations futures. Par exemple, qu'il puisse y avoir un comité de sages qui vote pour eux. Ou bien donner plus de droits de vote à des parents qui ont des enfants, parce qu'ils votent pour leurs enfants aussi, et quel futur ils veulent pour eux. Et puis aujourd'hui, il se pose la question de si le vote n'est pas forcément l'outil le plus pertinent, est-ce qu'il faut passer par le pari? Et est-ce que politiquement, il faut créer d'autres structures de pensée, d'autres modes de pensée collaborative? Et ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que des nouvelles technologies comme la blockchain permettent des pensées collaboratives complètement décentralisées, sans qu'il y ait une organe centralisée qui soumette quelque chose à un vote et des réponses. Et donc c'est comme si pour moi, l'avenir de la prospective, c'était basculer dans des organismes ou des micro-organismes aujourd'hui auto-organisés, mais qui construisent une vision. Je pense par exemple aux termites, je pense aux fourmis. Finalement, ils construisent, les fourmis, elles savent être elles-mêmes le pont et que les fourmis passent dessus. Donc il y a des nouveaux modes d'auto-organisation et qui passent par des nouveaux outils digitaux, des nouvelles plateformes de paris, etc. Mais c'est vraiment très émergent ce que j'explique là, et qui pourraient nous aider à penser le temps long autrement. Autre outil, et parce que je ne voudrais pas qu'on pense que les outils sont uniquement des tableurs Excel ou du machine learning, je crois beaucoup aux artistes pour penser l'avenir. Et je suis très sensible à des expérimentations comme, par exemple, la ville de Lyon a fait flotter dans le Rhône des jouets d'enfants, par exemple comme des nounours, etc., mais énormes, comme si en fait c'était une chambre d'enfant qui était inondée. Et cet artiste a fait penser à tous les gens qui habitent au Lyon et qui marchaient au bord du fleuve, quel risque pouvait représenter ce fleuve, que ce fleuve pouvait, en changeant la dimension de l'objet, en faisant des jouets énormes, changer le rapport au risque que pouvait représenter le fleuve. Il y a également beaucoup de personnes aujourd'hui qui conçoivent des jeux en ligne, et il y a des millions de personnes qui jouent à ces jeux, et ces jeux sont par exemple des environnements ou des fausses villes où il y a très très peu de ressources. Et donc eux-mêmes, dans une forme de nouvel jeu collaboratif, doivent trouver des solutions avec des Japonais qui jouent dans le même groupe que des Chinois pour faire face à ces ressources. Et un autre exemple aussi que je trouve dans le nucléaire, au tout début, quand il a fallu mettre des déchets dans le désert du Nevada, on s'est dit mais comment est-ce qu'on va informer les générations dans des millions et des millions d'années qu'ici il y a un danger? Et ils ont fait travailler là aussi un collectif transdisciplinaire avec un sémiologue italien très connu qui s'est dit que la figure qui avait traversé les siècles, notamment en Égypte, c'est celle du chat. Et donc il s'est dit il faudrait créer un chat qui brille ou qui est phosphorescent quand il est en contact avec de la matière nucléaire, de la radioactivité. Et cette idée n'a jamais vu le jour, même si elle était très riche. Et aujourd'hui, on voit que des chercheurs en biologie de synthèse, dans la Silicon Valley, travaillent sur des méduses qui sont justement phosphorescentes pour voir si elles ne pourraient pas redonner cette qualité à un animal qui suit l'humain pour pouvoir transmettre le risque. Et donc, cette idée de chat phosphorescent, qui pouvait paraître complètement fictif
à l'époque est complètement fou, et d'ailleurs c'est souvent ce que les prospectives entendent dire, hein, c'est de la science-fiction, c'est fou, finalement renaît. Et donc on voit que finalement les idées, les concepts liés à des projets artistiques ont une pérennité souvent plus longue qu'un tableur Excel. Alors, sur le domaine de la gestion des déchets radioactifs, beaucoup de questions politiques, économiques, sociales, technologiques ont émergé récemment. D'une part, il faut penser un temps extrêmement long, puisqu'un déchet radioactif va exister des milliers, voire des millions d'années. Et souvent, socialement, un déchet est quelque chose qui est autodestructeur ou qu'on va recycler, et pas du tout dans un temps qui est aussi long. Donc une chose que je voudrais spécifier, c'est que la prospective s'adapte toujours à la temporalité. Par exemple, si on pense à l'avenir d'une voiture et qu'il faut 5 ans pour construire une voiture et 5 ans pour l'utiliser avant qu'il y ait un nouveau modèle, le prospectiviste va s'intéresser à 10 ans, à la voiture qui existera dans 10 ans. Mais que faire dans le domaine du nucléaire? Puisque comment penser à cette échelle de millions d'années? La première chose, c'est de se dire qu'il va falloir réactiver la pensée et réactiver la réflexion régulièrement. Donc il va falloir placer ces déchets à un endroit où on ne va pas les placer et les oublier, mais peut-être les placer et les redéplacer pour que socialement ils continuent d'exister. En ça, c'est extrêmement intéressant de voir les projets d'enfouissement des déchets qui ont été mis en place avec l'idée d'une réversibilité de l'enfouissement. L'idée d'un lieu où finalement on ne va pas les sceller pour toujours, mais bien garder ce contact avec eux et la possibilité de les bouger et de les changer pour que d'un temps très très long, on puisse le recouper en des séquences plus concevables par le cerveau humain. Deuxième solution, c'est bien sûr donc le retour aux artistes. Et je citerai ici le film de Landra sur ce fameux chat qui brille avec la radioactivité. L'idée, c'est vraiment de dire que par ce film, la personne non seulement est éduquée à l'image du risque qui est justement sans image, et du risque invisible, mais d'autre part, c'est vraiment construire une image d'un risque sur un mythe. Et en ça, c'est tout ce qu'on voit aujourd'hui sur la théorie des mèmes, le mème étant une idée qui se transmet comme un gène peut se transmettre. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'une idée est transmise et rappelée, et qu'est-ce qui fait qu'un mème évolue dans la société? Et ce concept de risque nucléaire comme mème est extrêmement intéressant parce que ça implique de la sémiologie, ça implique du dessin, du graphisme et beaucoup d'autres compétences. Troisième chose, c'est vraiment un espace de débat public aussi et de réflexion qui doit intégrer toutes les couches de la société. Et aujourd'hui, le risque nucléaire, ce n'est pas quelque chose qui peut rester uniquement auprès de décideurs ou d'agences. Et on le voit d'ailleurs à Fukushima, avec des gens qui s'équipent avec des petits capteurs connectés qui aujourd'hui coûtent plus rien à faire, qui cartographient eux-mêmes l'évolution du risque et qui créent, par ce que j'appellerais de la science citoyenne, leurs propres outils de suivi. Donc se dire aussi que c'est en donnant aux personnes les clés, les technologies d'eux-mêmes piloter le risque, ou le comprendre, ou le lire, que finalement ce risque peut être traduit en une action sociale, une action politique et une concertation. En ça, c'est extrêmement nouveau, puisque finalement les outils technologiques autrefois étaient vraiment dans les mains des sachants, et les profanes étaient très coupés de l'accès à ce savoir et à ces compétences. Et je crois beaucoup que l'arrivée d'objets connectés à moindre coût, l'arrivée de projets comme OpenStreetMap, où tout le monde peut, sur une carte, indiquer, lors d'une catastrophe, où trouver de l'eau, ou trouver, voilà, si on imaginait dans le cas d'une catastrophe nucléaire, mais également, pourquoi pas, cartographier ce risque différemment. Et là, ça pose beaucoup de questions, parce que ça pose la question de l'ouverture de la donnée, l'ouverture de l'information, parce que certaines personnes pourraient dire « Attendez, on ne va surtout pas dire où sont des déchets nucléaires, imaginez un groupe de terroristes qui viendraient les récupérer ». Ça veut dire aussi qu'est-ce qu'on considère comme étant notre propre espace, parce que ce qu'on peut voir dans l'enfouissement du déchet nucléaire, c'est ce que les Anglais appellent « not in my backyard ». Donc ok pour que ce soit enfoui quelque part d'accessible, mais pas à côté de chez moi. D'où les tentatives de conception, de mettre les déchets dans l'espace ou au fin fond de l'océan. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'à chaque fois qu'on a un outil pour mesurer le nucléaire, par exemple, on voit la radioactivité dans le sol, on voit la radioactivité dans l'air, on le voit beaucoup moins au fin fond de l'océan, et finalement, aujourd'hui, où est-ce que va l'eau contaminée à Fukushima? Sans vouloir faire de préjugés trop, je me dis que finalement, c'est intéressant de voir que l'océan est devenu un lieu non théorisé de la radioactivité. Donc il y a aussi cette tendance sociale à l'instrument faisant le risque, à adopter des stratégies et des politiques en fonction des instruments.
Une chose qui donne quand même beaucoup d'espoir, je pense, c'est que si on a pu pendant très longtemps concevoir des produits sans penser le temps long, il existe de plus en plus de schémas dans les institutions publiques pour le penser. Et je pense vraiment à l'Agence spatiale européenne, par exemple. Ils se sont rendus compte qu'entre le moment où ils vont lancer on va dire une navette ou une fusée dans l'espace, on va dire par exemple pour aller sur Mars, et le moment où ils vont pouvoir faire les analyses scientifiques, technologiques lors du projet, et que les données vont revenir et être traitées, il peut y avoir 10 ans, il peut y avoir 15 ans, il peut y avoir 20 ans. Et donc, ce projet va inclure comment on va construire la fusée, avec quels matériaux, quel trajet, qu'est-ce qu'on va faire dedans, etc. Et donc, ils se sont dit, il faut qu'on fasse ce qu'ils appellent du concurrent design engineering, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse mettre autour de la table aussi bien des personnes qui connaissent les matières pour faire les moteurs, mais également les expérimentations scientifiques, les besoins sociétaux, en communication, en santé, etc. Et c'est en travaillant sur ce temps long que l'on pourra avoir un projet viable, et pas un projet qui part sur Mars, mais que quand il revient, les retours d'expérience ne servent plus du tout la société et ses besoins aujourd'hui. Et donc de voir ça arriver dans le spatial, je me dis que peut-être si demain on imaginait une nouvelle forme d'énergie autre que nucléaire, j'espère qu'on utiliserait aussi cet outil pour avoir une vision bien au-delà de la construction de la centrale, de son démantèlement, du traitement, de la gestion, etc. Donc aujourd'hui, ce qui me semble rassurant, c'est que certains lieux de décision qui vont avoir des impacts de temps long commencent à se doter de ces nouveaux outils pour ne pas se retrouver dans des impasses non prévues, non gérées, non anticipées, qui finalement peuvent mettre en péril un domaine, une société, une économie. Alors, il est très intéressant de voir que la solution prise pour gérer les déchets radioactifs, c'est celle de l'enfouissement. On pourrait dire que, d'une part, cette solution était prise parce qu'il existait des lieux, comme des anciennes mines de sel, qui étaient plus exploités et qui semblaient déjà pouvoir contenir, pouvoir offrir un espace pour laisser le déchet nucléaire. Deuxième chose, enfouir, c'est permettre à des gens de se sentir éloignés, protégés de ce risque. Troisième chose, enfouir, c'est pouvoir se dire qu'il y a moyen de également le mettre si profondément que plus personne n'irait creuser. Puisque finalement, les sociétés humaines ne se construisent pas en racines, mais se construisent à l'air libre. Donc finalement, c'est un lieu où l'homme lui-même, pour des raisons tout à fait physiologiques, n'irait pas. Alors, ce qui est intéressant, il y a plusieurs choses que je voudrais dire là-dessus, c'est que, par exemple, si on prend le métro, quand on a construit le métro aérien à Paris, on se disait, est-ce qu'il vaut mieux l'enfouir ? C'est vraiment, il y a un vrai débat sur l'enfouissement à cette époque. Ou est-ce qu'il faut faire des métros aériens à l'air libre? Et il y avait des gens qui avaient très peur de l'enfouissement parce qu'ils disaient mais c'est horrible, il y aura des bactéries, on va se retrouver sous la terre, et si on étouffe, etc. D'autres gens qui avaient très peur de le métro aérien en disant mais s'il tombe, et puis ça va dénaturer notre ville, etc. Et donc on a eu deux types de métros finalement. Il y a eu des décisions politiques qui ont dit bon, on va tester deux choses, on va le faire souterrain et le faire au-dessus. Dans le cas du nucléaire, c'est extrêmement difficile d'imaginer qu'on va, par exemple, faire une statue magnifique de déchets radioactifs qui serait dans un bloc, par exemple, complètement opaque, mais que les gens verraient tous les jours. Parce qu'en fait, il y a une acceptation sociale du risque qui est extrêmement faible. Les gens ne sont pas du tout prêts à voir le risque devant eux dans leur environnement. Et je citerai par exemple les exercices de gestion de crise dans les centrales nucléaires. Il y a eu une époque où on voyait les gens dans leur combinaison toute blanche, voilà. Et certains maires ont dit non, on ne souhaite pas que les gens voient ces répétitions. C'est-à-dire c'est anxiogène, les gens voient la préparation, ça les stresse. Alors qu'à l'inverse, on pourrait imaginer que justement, se sentir bien préparé, avoir appris des démarches, des outils peut aider. D'autres disent « Ah non, mais si on donne des clés aux gens pour se préparer, c'est des fausses clés. C'est une petite pilule qu'il faut prendre et ça vous protégerait du risque, c'est bien plus compliqué. » En fait, ce qu'on a vu, c'est qu'il a fallu créer un espace public, un espace de débat. Il a fallu que l'ANDRA crée des groupes pluridisciplinaires. Il a fallu le recours à des échelles de temps différentes et donc des modes de pensée différents. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, la question de l'enfouissement du déchet nucléaire soit la fin à tout. Je pense que peut-être dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, on trouvera d'autres choses que l'enfouissement. Je ne crois pas non plus que l'image que l'on a de l'art va régler tout non plus, parce que je pense que laisser un signe, par exemple, sur une zone où se trouverait sous terre le déchet, d'autres personnes peuvent dire que au contraire, c'est attractif, c'est attirant. Tiens, il se passe quelque chose, tiens, ils ont laissé quelque chose ici, c'est peut-être un message pour nous. Donc je crois qu'il faudra sans arrêt réinventer le débat social. Il faudra sans arrêt, en fonction des nouvelles technologies possibles, pouvoir agir. D'où l'importance du choix de la réversibilité.
La réversibilité permet, en cas d'innovation technologique, je ne sais pas moi, une nouvelle, je sais pas, de la biologie de synthèse qui donnerait lieu à une bactérie qui donne fin au problème des radiations nucléaires, je suis complètement dans la fiction, super d'avoir pensé à quelque chose de réversible, parce que du coup, on peut appliquer cette bactérie, on peut accéder à ce qu'on a mis. Déjà, on pouvait aussi penser, on n'a qu'à l'envoyer au fin fond de l'espace, au fin fond de la galaxie. Et en fait, les gens, ne pensant pas à l'espace, pensent que c'est un espace sécure où il n'y a rien. En fait, aujourd'hui, si on regarde, le nombre de débris dans l'espace, c'est énorme. Les collisions entre satellites ou entre débris et satellites, c'est énorme. Donc en fait, là encore, il est très difficile de trouver un lieu sans risque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le risque zéro n'existe pas. L'acceptabilité sociale du risque peut souvent être très faible dans certains sujets. Et du coup, comment est-ce qu'on trouve finalement des équilibres qui seront forcément instables à un certain moment et forcément à recomposer? Et une chose aussi qui est très perverse, c'est que comme le risque nucléaire est invisible, par exemple, si vous regardez aujourd'hui des photos des zones autour de Fukushima, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des zones où la nature a repris ses droits. Il n'y a plus d'humains. Donc en fait, il y a des fleurs partout, il y a des... Et quelque part, finalement, ce lieu qui est le plus radioactif peut paraître, entre guillemets, le plus naturel quand on regarde la photo. Donc c'est extrêmement compliqué d'allier finalement une perception, c'est-à-dire des sens, l'ouïe, l'odorat, etc., qui ne peuvent pas être opérationnels avec un risque qui, lui, doit être communiqué. Quant aux formes de communication, là aussi c'est extrêmement intéressant, c'est que nous sommes dans on va dire une chaîne d'évolution technologique qui fait qu'un outil de communication après l'autre se chasse mutuellement. Et il a très peu d'outils stables de communication. C'est-à-dire, ben voilà, penser à la disquette ou à la cassette, puis après le CD-ROM, etc. Aujourd'hui, c'est le cloud, qu'est-ce que ce sera demain? Et donc cette question du stockage, finalement, et aussi de qu'est-ce qu'on garde, me semble importante aussi dans les formes de communication. Finalement, aujourd'hui, on croit que toutes les données qui sont créées, on peut les stocker, c'est le fameux big data, mais il faut voir les courbes d'évolution du big data. C'est plus qu'exponentiel. Donc finalement, peut-être que même demain, des transmissions de données, d'informations, ne passeront plus. Peut-être qu'on va étouffer, souffrir de ce trop-plein d'informations. Donc la solution elle-même, c'est donc un équilibre concerté, réévalué en fonction non seulement des évolutions technologiques, des positionnements de la société, et constamment repesé à l'aune de l'existant. Et c'est la solution qui a été donc adoptée comme étant la meilleure, la plus flexible, la plus pérenne et la plus résiliente, car capable d'adaptation dans le temps. Et ce qui veut dire aussi éduquer les populations à la résilience. Comment penser la résilience des populations dans des risques comme le risque nucléaire qui est par nature invisible? Il y a eu des démarches très très innovantes, notamment aux États-Unis avec l'agence fédérale en charge de l'urgence, FEMA, qui était de dire finalement il y a de la science-fiction, par exemple les zombies. Les gens regardent des séries, lisent des livres et se préparent à l'arrivée de zombies. Mais formidable, parce qu'ils se préparent à l'arrivée de zombies, mais en faisant ça, ils se préparent à être résilients, à être capables de faire beaucoup de choses. Donc utilisons ces communautés de fans de zombies pour se préparer à un risque aujourd'hui invisible. Deuxième chose que je trouve extrêmement intéressant, c'est les femmes de population indienne américaine, de se dire, nous, nos réserves, on a été complètement oubliés socialement, et c'est là qu'on met à proximité les industries chimiques. Et elles se sont rendues compte que le lait maternel, qui n'est pas testé, etc., qui n'est pas non plus vu, puisqu'il passe directement de la mère à l'enfant, est contaminé. Et donc elles se sont dit, on va créer un nouveau geste qui est de se biomonitorer. Et on va nous-mêmes prélever un peu de notre lait, on va le mettre dans des tubes ou dans des petites boîtes, et on va nous-mêmes aller voir des institutions, par exemple l'agence en charge de l'environnement, et leur dire, voilà, on biomonitore notre lait maternel, voilà ce qu'on voit, voilà les gens qui ont eu des cancers dans notre communauté. Et les gens qui ont suivi ce nouveau geste du biomonitoring, souvent étaient des chamans, des gens qui n'étaient pas du tout technologiques, qui avaient un autre accompagnement des femmes pour justement la période de cet allaitement, etc. Et qui ont réussi à faire une coalition avec des sociologues, des ONG comme Silent Spring, et à mener ce geste du biomonitoring dans une société où finalement les entreprises étaient suffisamment habiles pour utiliser le secret de leur industrie pour finalement cacher des protocoles qui mettaient à risque l'environnement autour de l'usine.
Et c'est quelque chose de très amusant parce que finalement ce geste du biomonitoring, on peut le retrouver dans d'autres endroits des États-Unis, sur des cheveux, sur des urines, etc., dans d'autres communautés. Et ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, le biomonitoring qui peut être vu, et qui aurait pu être vu comme une surveillance d'État, comme un outil contraignant, comme un suivi intrusif, finalement, comme la personne est acteur de son propre risque, comme elle est décideur elle-même de choix pour sa communauté, comme elle est lanceur d'alerte quelque part, et qu'elle révèle finalement un risque non visible, je trouve extrêmement intéressant de voir que ce geste, rentré dans la société américaine, a changé le rapport finalement de ces agences à ces communautés. Et aujourd'hui, les communautés posent des questions extrêmement précises aux agences qui elles-mêmes se trouvent face à des protocoles à valider ou à mettre en place pour comprendre finalement la valeur de ce biomonitoring. Et souvent, ces agences se trouvent face à des communautés qui en savent beaucoup plus sur les polluants, sur l'impact que ça peut avoir sur leur organisme et qui les challengent eux-mêmes dans la mise en place d'une communauté finalement résiliente et alliant d'une façon autre la population avec l'industrie. Mais la résilience, c'est aussi dans le quotidien et dans le quotidien des enfants. Et je pense que si on regarde par exemple dans des pays en guerre et qu'on interroge même des plus jeunes enfants, ils savent très bien que du jour au lendemain, tout l'environnement qu'ils ont autour d'eux peut s'effondrer, peut s'écrouler. Et quand on voit que dans nos sociétés occidentales, 1 heure sans électricité, c'est le drame, il n'y a plus la télé, voilà, ça fait vraiment réfléchir aux gestes pour éduquer. Et là aussi, j'aime bien reprendre le mot geste, parce que, par exemple, la Croix-Rouge a travaillé sur des vidéos avec un clown ou avec des choses où, sans mots et sans paroles, rien qu'avec des gestes, la personne peut apprendre des façons d'être résilient. Et ça aussi, je me dis que c'est très intéressant parce que les outils que nous avons aujourd'hui qui pensent que la technologie sauvera tout, c'est-à-dire, ben voilà, vous pouvez avoir une application dans votre smartphone qui vous dit comment faire un massage cardiaque, on croit que le virtuel peut nous permettre de savoir faire le geste. Mais non, en fait. Il y a un geste, ça s'apprend, ça se cultive. Et une résilience, ce sont des gestes aussi qui ne sont pas forcément liés à la catastrophe. Mais par exemple, juste demander à son voisin comment ça va, qu'est-ce qui se passe. C'est aussi être résilient pour, lorsqu'il fait trop chaud dehors, finalement avoir cette personne qui ne meurt pas. Donc se dire que finalement la Croix-Rouge met en ligne, donc dans du virtuel, des gestes sans mots et sans paroles, c'est intéressant. C'est intéressant parce que même un enfant, même sans l'accès à l'écriture, finalement, se mettre sous une table en un tremblement de terre, c'est un geste qui parle. Il y a aussi tout un courant dans la résilience de ce qu'on appelle du serious gaming, de mettre en place des jeux où la personne, par le jeu, s'apprend vraiment d'une façon auto-instruite des comportements pour se protéger ou protéger les siens. On croit aussi beaucoup au fait que l'immersion dans de la réalité virtuelle peut permettre aux gens de vivre, même momentanément, une expérience qui pourrait être traumatisante pour l'avoir testée de première main avant de la vivre. Donc aujourd'hui, il y a des gestes à inventer, il y a des outils pour les transmettre, et il y a à combiner, ce que j'allais dire, la résilience virtuelle et la résilience sociale. C'est-à-dire que pouvoir vous connecter à réseaux sociaux ne doit pas vous empêcher de connaître votre voisine et de vérifier si elle a pu sortir ou pas. Cela dit, il faut faire très attention avec le mot résilience. C'est un mot qu'on emploie à beaucoup de sauces, qui veut tout et rien dire, on l'entend partout. Donc je pense qu'il est riche, mais il est riche quand il est suffisamment approfondi, conceptualisé et pas employé comme une solution magique ou miracle dans un domaine qui demande du temps, de l'appropriation, de l'éducation, de la culture. Et ce n'est pas quelque chose qui peut être comme cela appliqué à la va-vite. Alors sur risque et responsabilité, on a vu beaucoup d'évolutions dans les 20 dernières années. Tout d'abord, la responsabilité, c'était celle de l'État et c'était celle de l'institution. Donc par exemple, dans une centrale nucléaire, c'était la responsabilité du directeur. Et je trouve que beaucoup de changements ont eu lieu, notamment avec l'arrivée des dosimètres, qui font que même un intérimaire qui intervient dans une centrale, il porte lui-même son propre risque et il est mesuré par ce dosimètre. Et cet intérimaire sait très bien que s'il atteint une certaine dose, il ne peut plus travailler dans cet environnement. Donc j'ai l'impression qu'il y a une forme de transfert du risque à un risque collectif, institutionnel, à un risque individuel. Et je donnerai un autre exemple qui est celui de l'Italie, de l'Aquila, avec des experts qui ont été sollicités par le gouvernement pour dire finalement il y a des répliques, des risques, est-ce que les personnes peuvent rester chez elles ou est-ce qu'il vaut mieux qu'elles dorment dehors, voilà. Et puis cette décision qui a fait que les personnes sont rentrées chez elles et que
le tremblement de terre a eu lieu et beaucoup de morts. Et ces experts, experts des séismes, se sont retrouvés au pénal, jugés, pour leur expertise. Aujourd'hui, on en arrive à une crise de l'expertise où l'expert transmet le résultat de son modèle avec toutes les limites d'un modèle scientifique, des probabilités d'occurrence, etc., à quelqu'un, un décideur du risque, qui après se retourne contre l'expert et lui fait porter la responsabilité de cette décision. En Italie, beaucoup d'experts disent si on se retrouve au pénal lorsqu'on interprète un modèle avec toutes ses limites, plus aucun expert ne va vouloir prendre la responsabilité d'une décision. En France, on a aussi vu, et pas qu'en France, la question de la responsabilité de l'expert remise en cause avec les conflits d'intérêts, en disant « Ah oui, vous êtes expert, vous décidez sur le nucléaire ou sur les médicaments, et regardez, vous avez autorisé, je ne sais pas, tel médicament, et regardez quelle catastrophe, le Mediator, etc., les pilules de troisième génération. » Une des solutions qui a été prise, c'est de dire on va faire de la transparence. Donc on va faire des DPI, des déclarations publiques d'intérêt, on va filmer les réunions, on va les enregistrer. Alors oui, ça a un impact, parce que quand ça m'est arrivé d'assister à des réunions, voilà, notamment sur le nucléaire, où les personnes savaient très bien qu'elles étaient enregistrées, et que s'il y avait un accident, on pourrait se référer aux bandes de la réunion. Donc ça responsabilise la personne. D'un autre côté, je ne crois pas non plus que la transparence absolue soit la solution. Je pense que Foucault avait vraiment raison sur beaucoup de son analyse de cette transparence, et je ne crois pas que ce soit cette société-là qui soit celle à promouvoir. Mais il faudrait promouvoir une société de la confiance. Et pour pouvoir promouvoir une société de la confiance, il faut un rapport éthique au risque. Et ce que j'entends par rapport éthique au risque, il faudrait que nous-mêmes puissions prendre une décision, un peu comme à la Rawls, j'allais dire, que cette décision, peu importe où nous allons vivre après, de même que Rawls disait, peu importe quel rôle on va avoir socialement après, on devrait être capable de dire, si je fais le parallèle de Rawls qui disait on doit distribuer les richesses sans savoir où est-ce qu'on sera socialement et donc quelle richesse on aura, et comme ça c'est juste, eh bien c'est pareil, on devrait distribuer les risques sans savoir où est-ce qu'on va habiter, et qu'on soit tous prêts finalement à habiter à côté d'un centre de retraitement de déchets, d'enfouissement, etc. Mais cette éthique, d'une part, elle est complexe parce qu'il y a de moins en moins d'espace de formation, d'échange et de discussion sur l'éthique. D'autre part, souvent des philosophes, mais même éthiciens qui sont faits venir dans des comités ou des panels scientifiques se sentent un peu pris comme des cautions. L'éthique comme caution n'étant pas une solution d'éthique de responsabilité, responsabilité sur le long terme, et confiance. Donc il y a des liens à réinventer, et je pense que réinventer la confiance, c'est quelque chose que l'on trouve à tous les étages, y compris donc dans le public, comme je l'ai donné comme exemple, mais également dans le privé. Qu'est-ce que ça veut dire pour un assureur de couvrir un risque, et quelle confiance il peut avoir dans la personne qu'il couvre, et mutuellement la personne couverte en l'assureur. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a une vraie réflexion à savoir que finalement, ce n'est pas la transparence qui va nous donner la confiance, c'est tout autre chose. Et là encore, finalement, quand on regarde les exemples, notamment avec le changement climatique, il y a des vraies remises en cause, des vrais facteurs de doute, des gens qui cultivent justement cette absence de confiance, de la théorie du complot, etc. Donc c'est bien la confiance qui est attaquée, qui est sapée, et qui fait qu'on ne peut pas arriver vers cette éthique de la responsabilité, puisque tout est remis en doute. Donc à la fois, il faut pouvoir évidemment éviter les corruptions, donc il faut pouvoir trouver une expertise juste. À la fois, il ne faut pas tomber dans un excès inverse de condamnation, de transparence, etc., qui finalement vont autodétruire le système de confiance que la société essaie de créer pour rendre les gens responsables vis-à-vis de leurs risques. Je voudrais dire un mot sur des technologies très émergentes comme blockchain qui peuvent changer la donne socialement sur comment on peut anticiper, gérer, archiver des notions de risque et également comment ça réinvente le contrat et la confiance qu'on peut avoir dans une société pour justement être plus résilient. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la blockchain, il faut imaginer comme un grand livre comptable, mais qui ne serait pas tenu par une banque, un État, une institution centrale, mais que chaque individu pourrait répliquer dans son ordinateur, et ainsi chaque individu devient le garant de la transmission de cette information. Donc par exemple, je vous donne 10 €, eh bien ces 10 €, ce n'est pas la banque qui va être le garant du virement, mais bien une blockchain qui va horodater cette information de cette transmission des 10 €. Par exemple en Bitcoin. À ce moment-là, si demain vous revenez me voir en me disant « mais où sont les 10 €? Je ne les ai pas vus », on peut se référer à la blockchain et voir, et ça sera répliqué dans des milliers d'ordinateurs sur cette terre, que les 10 € ont bien été transmis. Qu'est-ce qui change dans ce modèle? La première chose qui change, c'est qu'il n'y a pas d'institution centralisée, garante, tiers de confiance.
la confiance, elle est co-construite entre plein de citoyens qui répliquent ces blocs dans cette chaîne de blocs. Et donc, on peut imaginer des formes de confiance et de contrats extrêmement différents. On peut imaginer, par exemple, qu'il n'ait plus besoin d'avoir un tiers de confiance qui garantit, par exemple, que le niveau de pollution de l'air est à tel niveau, ou bien qui va garantir que si le niveau de pollution de l'air est à tel niveau, telle action va être prise, par exemple, pour ralentir telle usine chimique. On peut tout à fait imaginer que, c'est ce qu'on appelle les oracles dans la blockchain, qu'une information, un flux d'informations, par exemple satellitaire ou d'un objet connecté, qui capterait une pollution, alors je dis une pollution de l'air, mais on pourrait imaginer aussi un problème radioactif, et qui par smart contract, contrat automatisé, déclenche un si alors dans cette chaîne d'ordinateurs pour dire à telle heure, tel flux de données entraîne par exemple tel refroidissement de telle pièce, ou bien tel confinement, ou bien telle action. Ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que la blockchain permet finalement cette confiance décentralisée et ce contrat. La deuxième chose, c'est que la blockchain permet de tracer quelque chose dans le temps, en l'horodatant. Donc on pourrait imaginer que finalement on répliquera sans cesse, on tracera sans cesse des lieux où pourraient être des déchets par exemple, et que ce n'est pas là aussi un État corrompu qui pourrait dire « Ah non, non, mais nous, on n'a pas de déchets là, pas de problème ». Non, l'État corrompu, l'État n'a plus cette place centrale, c'est tous les citoyens qui sont garants de cette information. Idem pour ce qui est du vote ou une démocratie qui fonctionnerait par la blockchain. Il y a des projets européens comme Dissent qui réfléchissent à comment finalement cet outil peut changer cette structure de vote. Donc la blockchain peut paraître un outil un peu barbare, avec un mot étrange qu'on ne comprend pas. Au mieux, on entend parler des bitcoins, donc cette monnaie virtuelle. Mais en fait, derrière, c'est imaginer des tas de citoyens liés entre eux, qui sauvegardent des informations contractuelles, qui sauvegardent en horodatant, et qui peuvent automatiser des décisions et des processus de responsabilisation. Je voudrais dire une chose qui me semble aussi très importante, c'est que l'Internet, c'était l'ère du copier-coller. C'est-à-dire que vous pouviez créer, par exemple, imaginer une solution au changement climatique, vous aviez besoin de faire bien attention, de ne pas trop la mettre sur Internet, d'abord la breveter, etc., pour être sûr qu'on ne vous l'applique pas. Aujourd'hui, dans la blockchain, même si vous avez un tout petit bout de solution de quelque chose, vous pouvez le mettre dans la blockchain, donc le rendre disponible à plein d'autres cerveaux, plein d'autres chercheurs, qui eux-mêmes peuvent partir de là, l'augmenter, la changer et la remettre dans la blockchain. Et la blockchain, par ses contrats automatisés, peut permettre que, par exemple, le deuxième chercheur soit aussi rémunéré que le premier. Et ça existe aussi pour des artistes qui peuvent mettre des chansons en ligne, etc. Donc le fait que la relation de confiance n'est plus d'une relation qui permettrait un copier-coller mal intentionné, mais que bien on trace d'où vient l'idée, par où elle passe, etc., fait que là aussi, des innovations qui peut-être ne sortent pas aussi vite, parce que ben voilà, travailler sur la radioactivité, ça prend beaucoup de temps de comprendre son évolution, ou travailler sur des pollutions chimiques, etc. Et bien là, changement majeur dans les relations, dans la recherche elle-même, dans la façon dont on pensait l'innovation, dont l'innovation est également partagée mondialement. Donc aujourd'hui, la blockchain connaît on appellerait un hype, tout le monde en parle, tout le monde se dit que c'est peut-être une solution. Alors ce ne sera pas non plus une solution à tous les problèmes, mais c'est quelque chose qui peut changer le rapport à la confiance, le rapport au contrat, le rapport au suivi et à l'archivage, et j'en passe. Alors c'est très intéressant pour moi de parler de l'Anthropocène parce qu'il y a beaucoup de débats pour savoir quand est-ce qu'il commence, comment on le situe, quel sens on lui donne. Et je me demande si on n'aurait pas à se poser la question de quand est-ce qu'il finit et quel est le nouveau scène d'après. J'ai été très sensible en 2015 à tous les débats qui ont eu lieu sur l'intelligence artificielle. Et le fait qu'on serait peut-être cette génération qui va connaître cette rupture technologique massive d'un cerveau artificiel, si je peux l'appeler comme ça, ou d'algorithmes qui sont capables finalement de prendre des décisions peut-être de façon plus fine qu'un humain, qui sont capables d'être peut-être plus intelligents que l'humain. Et donc cette question m'interpelle, tout en ayant cette inquiétude que cette question est souvent soulevée dans un contexte très américain, j'allais dire post- ou transhumaniste, marqué par les travaux de Singularity University, de Ray Kurzweil. Et je pense qu'en Europe, on n'a pas encore construit une vision européenne du machine learning, de l'éthique des algorithmes, de ce qu'on est prêt à déléguer à une machine. Je pense que, surtout dans les zones à risque, par exemple, on se dit, on est très content qu'un robot aille dans une centrale nucléaire régler la catastrophe plutôt qu'un humain, puisqu'il ne va pas subir les radiations. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire de déléguer
a un robot, un algorithme, une gestion d'un risque. Je pense qu'on a vu, la question se pose sur les drones, l'usage des drones dans la guerre ou des armes automatisées dans la guerre. Et je pense que cette question va se poser dans beaucoup de domaines de la société. Et je crois également qu'on ne pourra pas ne pas passer par des règles de droit et donc une éthique qui sera inscrite dans le code. Et je pense qu'aujourd'hui, un avocat, un philosophe, etc., devra se poser la question de la traduction du code et de l'usage du code social, économique et politique. Alors la question émerge doucement. Les questions émergent quand on parle justement, comme je l'évoquais, de voitures autonomes ou quand on parle de drones. Mais la question, elle est aussi invisible aujourd'hui parce que, évidemment, quand vous utilisez Google ou quand vous commandez sur Amazon, les recommandations de livres que vous fait l'algorithme, vous n'êtes pas conscient des présupposés de cet algorithme, vous n'êtes pas conscient des biais ou de la base de réflexion qui fait que finalement on vous remet, on vous encadre dans une proposition de vie ou des choix qui sont algorithmés. Et je pense également à tout ce qu'on voit avec la santé connectée, personnalisée, où vous pourriez avoir de l'intelligence artificielle qui vous dit que vous devriez aller vous coucher parce que c'est le moment optimal pour vous endormir, que vous n'avez pas assez dormi l'année dernière pour être suffisamment productif au travail. Donc, sans vouloir tomber dans une image Big Brother science-fiction, je crois que la question de l'interface homme-machine, notamment dans la prise de décision et dans la prescription vis-à-vis d'un risque, va être pour moi une des questions clés des 5 prochaines années. Alors, comme sociologue des risques et des catastrophes ou prospectiviste, je suis très lucide, voire pessimiste sur l'avenir. Je passe mes journées à voir la possibilité d'une crise économique massive avec les taux bas. Je vois arriver un changement climatique qui sera sûrement, si on augmente de 2, 3, voire 4 degrés, non assurable. Je vois arriver des possibles risques massifs, non anticipés, très émergents. Et donc j'ai tendance à avoir cette vision finalement lucide et pessimiste de l'avenir. La seule chose qui peut le sauver, c'est l'ici et le maintenant, des humains qui trouvent du sens. Et c'est quelque chose qui se construit et sur lequel il faut avoir beaucoup de confiance aussi dans les générations à venir pour inventer des modèles sociaux ou des modèles technico-sociaux qui seraient sains, qui seraient justes, qui seraient transparents au sens pas de la transparence d'une société où tout le monde serait tout sur tout le monde, mais qui seraient loyaux. Et je crois qu'aujourd'hui, certaines personnes ont envie de cela. Et il faudra beaucoup d'énergie et d'innovation, d'inventivité, de créativité, d'imagination, sûrement aussi beaucoup de prospective et beaucoup d'éthique pour faire face à tous ces challenges qui vont se combiner.